Salut, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo à propos de ThorChain et de son token Rune. Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu quel est le problème qu'ils essayent de résoudre et comment ils le résolvent. Le problème auquel ThorChain s'attaque, en fait, il est relativement simple. Quand tu veux échanger des bitcoins sur bitcoin avec des Ethereum sur Ethereum, par exemple, eh bien, en fait, c'est très très compliqué parce que tu vas avoir le besoin de passer par un échange centralisé ou alors tu vas devoir passer par des bridges ou des token wrappers qui ont beaucoup de problèmes qu'on va pouvoir le voir. Et ThorChain propose une solution à ce problème-là. Donc alors les problèmes avec les bridges et les token wrappers en fait c'est qu'ils sont plus ou moins centralisés, notamment les bridges sont souvent très centralisés et les token wrappers sont complexes à utiliser et sont beaucoup moins sécures. L'avantage d'utiliser ThorChain c'est qu'aucune partie, contrairement aux bridges, n'est centralisée. Dans cette vidéo on va aller voir un petit peu comment est-ce que ThorChain s'attaque à ce problème et la solution technique qu'il propose. On va aller faire une review de toutes les features qu'il propose et puis on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur le plan technique. J'ai envie d'être le plus exhaustif possible dans cette vidéo, donc on regardera aussi bien les avantages que les inconvénients d'utiliser ThorChain. Et on verra aussi les risques auxquels l'investisseur et le projet sont exposés. Le problème auquel s'attaque ThorChain, comme je l'ai dit, en fait, c'est le problème de pouvoir swapper des assets sur des chains natives. Donc pour pouvoir par exemple swapper des bitcoins sur bitcoin et recevoir des Ethereum sur la blockchain Ethereum. Ça demande de faire appel à des outils qui sont compliqués, non sécurisés ou centralisés. Pour citer le white paper qui décrit très bien le problème auquel ThorChain s'attaque, ce qui manque, c'est la capacité d'échanger des actifs numériques de manière non custodiale, connectée et distribuée. Un tel réseau devrait inclure des incitations pour que chacun puisse contribuer soit à la sécurité, soit à la liquidité, ces deux éléments devant être étroitement liés afin que le réseau ne soit jamais vulnérable. Ce réseau devrait être agnostique par rapport aux autres chains, de manière à pouvoir se connecter à n'importe laquelle. Et il doit pouvoir évoluer suffisamment pour gérer les connexions à autant de réseaux externes que nécessaire. Ce réseau devrait être sans permission, chacun devrait pouvoir y effectuer des transactions ou y contribuer. Ce réseau doit être résilient, capable d'échapper à l'oppression et de rester continuellement opérationnel malgré l'adversité. On voit que ici vraiment la vision de ThorChain, c'est de proposer une solution qui permet d'échanger des tokens entre différentes chains de manière décentralisée, sécurisée et cost efficient. Alors la solution qu'ils proposent, eh bien en fait ils ont créé leur propre blockchain Layer 1 avec le SDK de Cosmos. Ça leur permet d'être chain agnostique, donc de ne dépendre d'aucune chain en particulier. Ça leur permet aussi d'avoir une décentralisation très élevée. Et en effet, quand on regarde le Nakamoto Coefficient, donc le coefficient de décentralisation de ThorChain, eh bien on se rend compte qu'ils ont un score de 32. Pour le moment, c'est un score qui peut évoluer dans le temps, mais pour le moment, c'est un score de 32 qui démontre que le réseau ThorChain a une décentralisation qui est tout à fait raisonnable. Utiliser le SDK de Cosmos, ça leur permet aussi d'être rapide et sécurisé, quand bien même un tiers des acteurs de la blockchain serait malicieux, eh bien la blockchain serait toujours tout à fait sécurisée. Alors la première feature que ThorChain propose, eh bien, ce sont de swapper les assets cross-chain. Donc on va aller regarder un petit peu sur la tablette ce qui se passe. Donc Alice veut swapper des Doge contre des Bitcoins nativement. Donc nativement, ça veut dire qu'elle va envoyer ses Doge sur la blockchain Doge et recevoir des Bitcoins sur la blockchain Bitcoin. Depuis l'interface utilisateur de ThorChain, Alice va connecter son portefeuille Doge associé à une adresse Dogecoin ainsi que son portefeuille Bitcoin associé à une adresse Bitcoin. Elle va initier le transfert, valider les transactions depuis son wallet et ensuite ce qui va se passer, ça se passe dans le back-end. Une fois que la transaction a été acceptée, les Doge d'Alice sont envoyés via la blockchain Doge dans une pool Doge Rune. L'ajout de ces nouveaux Doge dans la pool fait qu'il y a un surplus de Doge par rapport au nombre de runes dans cette pool. Il n'y a pas assez de runes pour que le ratio Doge-rune soit 50-50. Le protocole, pour pallier à ce problème, va prendre des runes qui sont présentes dans la pool rune Bitcoin. ThorChain va les envoyer dans la pool Doge-rune. Et du coup, cette pool est à nouveau balancée. Mais c'est maintenant la pool rune Bitcoin qui, elle, pour le coup, n'est plus balancée. Pour pallier encore une fois à ce problème, les bitcoins qui sont en surplus, vu que ce sont des runes qui ont été envoyées, les bitcoins sont en surplus. Les bitcoins sont donc envoyés via la blockchain Bitcoin dans le portefeuille d'Alice afin de compléter la transaction. Le problème, c'est que l'interface utilisateur est un petit peu compliquée. Le fait qu'il faille gérer plusieurs wallets, ça rend l'utilisation par l'utilisateur très très compliquée.
Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, cette solution, elle peut aussi être intégrée dans différentes solutions. Donc, elle a déjà été intégrée dans différents wallets comme XDeFi ou dans divers protocoles de DeFi. Le fait que ce soit intégré dans d'autres solutions, ça fait que, eh bien, TorChain trouve son utilisation dans d'autres solutions. La puissance de TorChain, en fait, c'est plutôt d'être intégré dans d'autres solutions que d'être utilisé directement via son interface utilisateur qui est une vraie purge. La deuxième feature que propose TorSwap et qui est essentielle au bon fonctionnement de la première, c'est de fournir des liquidités, de déposer des fonds sur la blockchain Tor et de recevoir un yield, de recevoir en fait des fees des gens qui utilisent la fonction de swap et d'être récompensé. Il n'y a absolument aucune limite à qui peut devenir un fournisseur de liquidités. Dans le but de préparer cette vidéo, j'ai fourni des liquidités pour voir un petit peu comment est-ce que le front-end se passait. Pour fournir des liquidités, il y a deux options. Donc la première option, c'est de le faire de manière asymétrique, donc c'est-à-dire de fournir qu'un seul des deux tokens. TorChain va automatiquement vendre la moitié de ces tokens et acheter les moitiés du deuxième token. Donc moi par exemple j'ai fourni de la liquidité sur la paire Doge Rune. Et pour fournir de la liquidité sur la paire Doge Rune, j'aurais pu fournir que des doges ou ne fournir que des runes. Et en fait, si j'avais fourni que des doges, TorChain aurait vendu la moitié de mes doges pour acheter des runes pour que ma position au final soit 50-50. 50% de doges, 50% de runes. La deuxième solution, c'est de le faire de manière symétrique, c'est-à-dire fournir directement 50% de runes et 50% de doge. Donc c'est ce que moi j'ai fait parce que j'avais les doges et les runes qui étaient disponibles sur mes wallets, donc c'était plus simple pour moi de directement fournir la paire de manière symétrique. Fournir des liquidités avec TorChain n'enlève pas les risques qui sont associés avec le fait de fournir des liquidités à des protocoles. Donc on peut penser par exemple à l'impermanent loss qu'on va décrire un petit peu plus tard, et on peut aussi penser au manque de liquidité. S'il y a très peu de liquidité, eh bien ça va augmenter le slippage au moment de retirer les fonds. Dû au fait que le slippage augmente, le profit que tu as réalisé au moment où tu le retires, eh bien il diminue. Pour l'instant, TorChain supporte beaucoup de blockchains natives et leurs tokens natifs, mais aussi d'autres tokens. Les chaînes et les tokens que TorChain a déjà implémentés sont Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT, la Binance Smart Chain et son token, le BNB, Bitcoin Cash, Litecoin, Doge, Avax, Atom. C'est assez intéressant d'aller voir l'écosystème. La plupart des projets qui sont sur Rune, ce sont des projets qui sont responsables et nécessaires au fait au bon fonctionnement de Rune. Donc on voit ici qu'on a RuneScan, TorChain Explorer. Sinon ce sont des wallets ou des protocoles DeFi qui ont implémenté la solution TorChain nativement. Donc on voit que Trust Wallet ici, dans le portefeuille Trust Wallet, on peut directement swapper nativement des tokens grâce à TorChain. Donc OKX Wallet exactement pareil, Ledger Live je sais même pas pourquoi ils l'ont mis dans les partenaires parce qu'on peut pas avoir de runes sur Ledger, putain quelle merde. TorSwap, donc ça c'est le protocole principal avec lequel tu interagis si tu veux utiliser la fonction de swap ou la fonction de liquidity provider, etc., etc. Après ce sont des portefeuilles ou alors des protocoles DeFi qui ont implémenté la solution. Voilà, donc en fait ce que je voulais démontrer ici c'est que en fait la solution de TorChain est déjà très mature et il y a déjà énormément de protocoles qui lui font confiance et qui ont implémenté la solution. L'une des valeurs les plus importantes pour l'équipe de TorChain, c'est l'open source. La raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que la team qui est responsable du développement de TorChain, ils sont convaincus que pour qu'un protocole soit décentralisé, il faut que son développement le soit aussi. Une des forces de l'open source, c'est que pour les régulateurs, il est beaucoup plus difficile de réguler et de prendre le contrôle de ce projet. Même s'il y a toujours des solutions pour les régulateurs pour qu'ils puissent limiter le projet pour que personne ne l'utilise. Les régulateurs auront toujours l'option de s'en prendre au node, de s'en prendre au validateur ou même de s'en prendre au liquidity provider. Les faiblesses de l'open source, j'ai identifié la difficulté accrue de management, les focus exclusifs sur la technologie au détriment du marketing et du business development malheureusement, et il est difficile pour le public de faire confiance à une équipe qui est anonyme. Le fait que l'équipe soit anonyme n'est pas forcément lié au fait que le projet soit open source, mais ils ont fait le choix d'être open source en plus d'être anonyme. Pour moi, il est difficile de faire confiance à une équipe qui est anonyme. Dans le cas de TorChain, c'est un petit peu différent. La confiance perdue par le fait que l'équipe soit anonyme a été récupérée par l'historique et l'expérience qui a été acquise au fil des années. On va aller faire un petit tour du côté de la concurrence, voir un petit peu ce qui s'y trame. Il y a pas mal de projets qui abordent ce problème de manière plus ou moins différente. On peut penser par exemple à un projet relativement récent qui s'appelle Layer 0. C'est une plateforme de messagerie décentralisée cross-chain. L'avantage de Layer 0, c'est que ce n'est pas limité au swap. Le problème de Layer 0, c'est qu'il est relativement nouveau et il n'a pas encore eu le temps de faire ses preuves. TorChain, pour le coup, a un écosystème très développé, il est déjà intégré par beaucoup de solutions. Un autre concurrent, Axelar, un service tout à fait similaire à Layer 0, mais avec une approche technique
techniques différentes. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Axelar, pour le coup, existe depuis beaucoup plus longtemps que Layer 0. Et TorChain a l'avantage de proposer une solution simple à un problème très bien défini, ce qui n'est pas le cas d'Axelar. Comme Layer 0, Axelar utilise des intermédiaires, donc comme des relais et des oracles, qui jouent un rôle dans la sécurisation des échanges cross-chain, mais qui malheureusement peuvent apporter un point de centralisation sur ces protocoles, point de centralisation auquel TorChain n'est pas exposé. Un autre concurrent, on peut penser à Connext, ça propose des échanges aussi cross-chain, mais seulement entre Ethereum et CL2. Donc le scope de Connext est beaucoup plus réduit que TorChain ou les deux concurrents que l'on a cités précédemment. L'avantage, c'est que ça supprime la nécessité de validateurs externes, mais comme j'ai dit précédemment, c'est limité à l'écosystème Ethereum et à CL2. On pourrait penser comme concurrent à TorChain tous les échanges centralisés. En effet, avant de découvrir TorChain, si je voulais swapper nativement des cryptos, eh bien, il fallait que je me serve d'un échange centralisé. Donc, si je voulais, par exemple, échanger des bitcoins contre des doge, eh bien, j'allais envoyer mes bitcoins sur Binance, par exemple, vendre mes bitcoins et acheter des doge et ensuite retirer mes doge sur mon wallet. L'avantage des échanges centralisés, c'est qu'ils ont souvent beaucoup de liquidités. Donc, les avantages que TorChain possède sur les concurrents qu'on vient de lister, c'est que TorChain en fait supprime le besoin d'utiliser des bridges centralisés ou des token wrappers. En fait, c'est un petit peu là le point central, l'avantage central que je souligne depuis le début de cette vidéo, c'est que TorChain supprime les bridges, supprime les token wrappers. TorChain est décentralisé et permissionless, donc n'importe qui peut aller en fait utiliser ce protocole sans la permission de personne. La liquidité pour les chains majeures est importante. Sur les chains comme Bitcoin, Ethereum, etc., les chains les plus grosses, les plus importantes, et bien la liquidité de TorChain est pratiquement aussi importante que les liquidités que l'on peut trouver sur échanges centralisés. En tout cas, même si elle ne l'est pas aussi importante si on regarde les chiffres, elle est suffisamment importante pour que le slippage soit complètement négligeable. Par contre, TorChain a aussi des inconvénients par rapport à ses concurrents, donc on peut penser aux frais qui peuvent être plus importants comparés à d'autres protocoles. Il y a parfois moins de liquidité ou de volume que sur les échanges centralisés. Le nombre de chains et de tokens supportés est quand même relativement limité. Si on regarde par exemple Layer 0, on voit qu'il supporte plus de 70 chains, beaucoup plus que sur TorChain. Si on regarde les tokenomics, il y a une supply de 500 millions de tokens. La circulating supply est de 337 millions de coins, donc c'est à peu près 75% de la supply qui est en circulation. Et il y a une market cap de 1,6 milliard de dollars. L'équipe de TorChain nous explique que les VC qui étaient impliqués dans l'investissement sur TorChain ont vendu tous leurs tokens, et du coup, eh bien aujourd'hui, on peut considérer que la distribution des tokens est tout à fait équitable, car aucun VC n'est impliqué. 98% de la supply est possédée par le public et 2% de la supply est possédée par l'équipe. Donc les utilités de ce token, ce sont un petit peu comme sur tous les Layer 1, la gouvernance, la liquidité et la sécurisation du réseau Proof of Stake via le stacking. On va aller voir un petit peu les risques auxquels est exposé le protocole TorChain. Donc on va aller voir dans un premier temps les risques auxquels le protocole et le développement et l'équipe sont exposés. Et dans un second temps, on va aller voir les risques auxquels l'investisseur, lui, peut être exposé aussi. Le premier risque auquel on peut penser, c'est le risque de régulation. En effet, pour utiliser TorChain, il n'y a besoin ni de KYC ni d'AML. KYC, c'est Know Your Customer, AML, Anti-Money Laundering. Donc le réseau TorChain étant complètement décentralisé et l'équipe étant anonyme, n'opérant légalement dans aucune juridiction, le protocole TorChain n'est soumis à aucune de ces deux réglementations. Ça peut faire que le protocole est exposé à des actions réglementaires. Il y a le risque que le token Rune soit considéré comme une security par la SEC aux États-Unis, ce qui ferait qu'il en fait, il serait soumis à des obligations de conformité beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui, ce qui serait un poids financier conséquent et qui apporterait une charge de travail non négligeable à l'équipe qui développe le projet. Les régulateurs pourraient aussi considérer que TorChain et son token Rune facilitent des transactions transfrontalières. Les régulateurs pourraient initier des enquêtes afin d'examiner si TorChain facilite des transferts illégaux de monnaie ou facilite de l'évasion fiscale. Le protocole TorChain est aussi vulnérable à des sanctions et à de potentielles blacklists, étant donné que toute entité peut l'utiliser, même des entités qui sont sanctionner. Comme on l'a expliqué précédemment aussi, eh bien, si les régulateurs veulent limiter l'utilisation du réseau TorChain ou bien le supprimer, ils ont quand même des options, hein, même si le projet est open source et décentralisé. Ils peuvent s'en prendre aux nodes opérateurs, ils peuvent s'en prendre aussi aux développeurs, ils pourraient les poursuivre légalement, car ces personnes et ces entités pourraient être considérées comme fournissant des services financiers illégaux dans certaines juridictions. Le deuxième risque très important, c'est les risques de sécurité. Donc il pourrait y avoir des failles dans les smart contracts qui feraient que le projet serait exposé à de potentiels hacks ou de potentiels failures. Il n'y a aucun projet Web3 qui n'est vraiment
protéger contre ce type de risque. Et malheureusement, les seules armes qu'on a pour se protéger contre ces risques, eh bien, c'est de faire de nombreux audits et de tester rigoureusement le réseau avant de le déployer. Il y a aussi un risque de concurrence qu'on a quand même relativement bien détaillé précédemment, mais c'est intéressant de revenir dessus. Donc il y a pas mal de nouveaux projets qui voient le jour, qui proposent des services similaires à TorChain, mais c'est important de souligner que même si son développement s'est fait au détriment du marketing et du business, il a quand même déjà fait ses preuves et il a un écosystème extrêmement robuste. Il y a des risques de liquidité aussi qui sont présents sur le protocole TorChain auquel le projet est exposé. Le succès du projet repose sur le fait que des utilisateurs déposent des fonds. Si les utilisateurs arrêtent de déposer des fonds, eh bien le projet n'aura plus aucune utilité. Le prix du token Rune est aussi étroitement lié au volume de liquidité que les investisseurs déposent. En fait, si les utilisateurs ne fournissent pas cette liquidité, eh bien le token Rune perdrait de la valeur. Et en cas de perte de confiance ou de bank run, eh bien tout le protocole pourrait s'effondrer, entraînant aussi la chute du protocole et puis le prix du token Rune qui s'effondrerait lui aussi. Maintenant, on va aller voir le risque auquel les investisseurs sont exposés. Donc bien évidemment, tous les risques auxquels le projet est exposé, les investisseurs le sont aussi. L'investisseur est donc exposé à l'impermanent loss. Alors l'impermanent loss, qu'est-ce que c'est? L'impermanent loss, en fait, c'est une perte potentielle qui est associée avec le fait de fournir des liquidités dans une liquidity pool. Donc quand tu fournis des liquidités dans une liquidity pool, en fait, tu fournis deux assets. Donc ici, par exemple, on voit que dans cet exemple, eh bien, on fournit du DAI et de l'Ethereum. Tu déposes donc 10 000 DAI et tu déposes 20 Ethereum à 500 $, ce qui fait que tu as un total de 20 000 $ de valeur d'assets déposés dans la liquidity pool. Parce que 20 fois 500, ça fait donc 10 000, donc tu as 50% de DAI et 50% d'Ethereum. Après quelques jours, eh bien, on voit que le prix de l'Ethereum est passé de 500 $ à 550 pour que, en fait, eh bien, tu maintiennes un ratio de 50% dans la pool de DAI et de 50% dans la pool d'Ethereum. Eh bien, on voit que le nombre de DAI a augmenté et que le nombre d'Ethereum, lui, pour le coup, a diminué. Ce qui fait que, eh bien, la valeur des liquidités que tu as déposées dans la pool a, elle aussi, pour le coup, diminué. Et en fait, eh bien, maintenant, si on compare un petit peu la performance que tu as eue en fournissant des liquidités dans cette pool à la performance d'une stratégie simple de hold, on voit que ici, si tu avais simplement hold tes 10 000 DAI et tes 20 Ethereum avec le prix qui augmente à 550, eh bien, le résultat aurait été que la valeur de ton portefeuille soit de 21 000 $. Et en fait, en ayant fourni des liquidités, malheureusement, ton portefeuille n'est seulement que de 20 976 $, ce qui fait qu'il y a une différence de 23 $, une perte un petit peu, on pourrait penser, oui, une perte de 23 $, et ça s'appelle impermanent loss parce qu'en fait, cette perte est variable. Si le prix de l'Ethereum retourne à 500 $, eh bien cette perte sera effacée. Ce qu'il faut noter, c'est que en fait, eh bien, fournir des liquidités pour le coup n'est pas sans valeur parce que, eh bien, tu vas avoir un yield. On pourrait penser que cette pool te fournit par exemple 15% de yield d'APR. Par exemple. Mettons que l'impermanent loss soit de 5%. Si la liquidity pool t'a fourni 15% de yield, eh bien la différence est donc de 10%. Et donc du coup, tu as un profit de 10%. Et donc en fait, il est rentable de fournir des liquidités à partir du moment où le yield de la liquidity pool est plus important que l'impermanent loss. Il est important de souligner que le protocole TorChain fournit une protection contre l'impermanent loss. Donc, si on a un yield de 15% et une impermanent loss de 5%, on voit que le yield est supérieur à l'impermanent loss. Du coup, eh bien, la position est profitable. Mais il est aussi possible, rare mais possible, que l'impermanent loss soit, elle, plus importante que le yield. Auquel cas, eh bien, la position, elle, n'est pas profitable. Tu perds de l'argent. Si ça se produit sur le protocole TorChain, eh bien, il y a une protection qui fait que tu serais protégé contre ce cas de loss. Un autre risque auquel l'investisseur est exposé, c'est des potentielles congestions de réseau qui peuvent avoir un impact non négligeable sur la performance de l'investissement.
Donc alors, le futur de Torchain, parce que bon, c'est un projet qui est très mature, mais ils ont quand même des projets qui sont dans leur pipeline. Leur focus pour le futur, c'est plutôt de pouvoir supporter de plus en plus de chains et de tokens, et de faire des améliorations techniques qui dépassent un petit peu le scope de cette vidéo. C'est important de souligner le fait qu'ils veulent accepter de plus de chains et de tokens, parce que c'est un petit peu la faiblesse qu'on pourrait porter à Torchain comparé à d'autres projets plus récents comme Axelar et Layer 0, qui eux les proposent. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Donc pour conclure, Torchain a su se positionner en fait comme une solution qui est très mature dans le domaine des échanges cross-chain. Torchain propose une alternative décentralisée aux solutions centralisées, risquées ou coûteuses qui existaient précédemment. Et ils ont un écosystème qui est déjà énorme et qui continue de s'étendre. Malgré tous ces bons côtés, Torchain n'est pas exempt de risques. On pourrait citer les risques de réglementation, les potentielles failles de sécurité, concurrence croissante et des problèmes potentiels de liquidité auxquels le réseau et les investisseurs sont exposés. Toutefois, sa capacité à gérer des échanges natifs sécurisés sans recours aux solutions centralisées le place en très bonne position dans l'univers DeFi, et son avenir semble prometteur si les développements à venir tiennent leurs promesses. Voilà, c'est un petit peu tout pour moi, donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je t'invite à suivre cette chaîne, il y a beaucoup plus de vidéos de ce type-là qui sont à venir, d'autres projets que j'étudie et que je partagerai sur cette chaîne avec toi, donc je t'invite à t'abonner, à lâcher un like si ça t'a plu, et puis à commenter pour me soutenir. Voilà, je te remercie d'avoir regardé, et puis je te dis à la prochaine. Ciao!